c'est plus facile et plus rapide de dire je veux partir maintenant. Tu as une espèce de garantie que tu n'auras pas de souffrance, que ça va durer peu de temps. Mais ça t'enlève aussi un morceau de ta vie à toi. Et tu ne sais pas ce que tu perds. Nous avons commencé notre conversation en disant la vie est précieuse. Puis ensuite, on a dit la fin de la vie est précieuse. Et si on décide trop tôt qu'on est rendu à la fin de la vie, qu'est-ce que tu perds? Qui le sait? Repère avec Louis-André Richard. Patrick Vinet, ou la rencontre d'un soignant attentif au bien de l'autre jusqu'au terme de l'existence. Le docteur Patrick Vinet a été médecin néphrologue. Il a été un chercheur passionné et doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Tout au long de sa carrière, il a su mettre à profit l'art d'accompagner, combiné à une compétence scientifique avérée. Je vous propose aujourd'hui une conversation alliant Eros et Thanatos au service de la médecine palliative. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Vinet. Patrick Vinet, d'abord, merci d'accepter l'invitation à cette conversation. Je profite pour vous présenter brièvement. Vous êtes docteur en médecine et aussi PhD en recherche biochimique. Vous avez un chercheur de renom. Vous avez donc une activité professionnelle, je dirais, qui va susciter beaucoup d'envie pour les gens qui veulent mener des carrières professionnelles à notre époque. Et à un certain moment donné, vous avez bifurqué, si je puis dire ainsi, vous avez changé d'orientation professionnelle pour vous consacrer pendant de nombreuses années aux soins palliatifs. Alors, je ne sais pas si le tableau que je dresse pour vous présenter est conforme à la réalité, vous saurez me reprendre. Dites-nous un peu quel est l'essentiel de votre parcours. Merci, c'est une question à la fois très intéressante et un peu difficile. Vous savez que notre présent est le résultat de veines qui viennent souvent de très loin, qu'on n'a peut-être pas toujours discernées, puis qui, à un moment donné, se mettent à se concrétiser dans des tournants et des visions qui sont des visions à la fois différentes, mais à la fois complémentaires avec ce que l'on a toujours fait. Moi, je suis rentré en médecine parce que l'histoire l'a voulu. J'ai eu l'extraordinaire privilège de finir dans des collèges classiques dans notre civilisation, dans notre société. C'était une formation enthousiasmante, intéressante, très largement ouverte sur toutes sortes de choses. Et c'était une époque où on faisait un peu ce que l'on voulait. La philosophie m'intéressait. Aux grandes dames de vous avoir comme interlocuteur, je dois vous dire que j'ai... avant de faire le choix de partir vers la faculté de philo, était écouter quelques cours de philo sur les bancs de l'université. Et je me suis trouvé devant une réalité qui me semblait flotter un peu en dessus du réel. Faire de magnifiques constructions intellectuelles, très solides et très cohérentes, mais pas très pertinentes à la vie quotidienne des hommes. Quelque part, je crois que ma maturité n'était pas suffisante pour voir au-delà. Et donc, n'ayant pas ce qu'il fallait, j'ai décidé de faire un autre choix. Et l'autre choix, le plus proche, c'était de faire de la psychiatrie. Mais pour faire de la psychiatrie, il faut être médecin. Alors, je suis rentré en médecine. Et puis, j'ai fait de la médecine. Et puis, j'ai fait une formation en psychiatrie. Et puis, je ne trouvais pas en psychiatrie vraiment ce que je cherchais. Et donc, finalement, j'ai fini par faire de la médecine et de la néphrologie avec beaucoup de passion et puis de la biochimie aussi. Vous savez, la différence, c'est simplement une différence d'altitude. Le biochimiste, oui, le biochimiste regarde les choses au niveau moléculaire. Le physiologiste, avec 2-3 000 mètres plus haut, où il voit des grandes images, et puis le médecin encore plus haut, et où il voit au fond les résultantes de ces grandes images. Tout ça est un continuum. Donc on descend et on monte dans ce continuum en fonction de ce que l'on cherche à faire. Si je peux me permettre, je vous interromps une seconde parce que je vois à peu près bien, je pense, le passage de la philosophie à la psychiatrie, la quête de comprendre l'âme humaine, je présume. Par contre, celui de la psychiatrie à la néphrologie, là, vous êtes retombé sur le plancher des vaches, mais quel est le lien? Y en a-t-il un d'abord?
Au fond, le lien a été très pratique. J'ai tout à coup trouvé une science qui expliquait d'une façon très rationnelle ce que l'on est en train de voir. Voir quelqu'un devenir malade et chercher comment arranger la situation implique que vous comprenez ce qui se passe. Or, le comprendre de ce qui se passe, la réalité médicale de ce temps ne le permettait pas complètement. Il fallait donc rentrer dans un exercice qui allait au-delà du connu. Et l'exercice qui va au-delà du connu, c'est l'exercice qui crée de la science et de la connaissance. Et ça s'appelle de la recherche. Et donc, c'est par cet exercice-là que j'ai fini par comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer et quoi proposer pour améliorer les choses. C'est une démarche très, très logique et très proche, au fond, d'un examen rationnel de ce à quoi on est exposé. Oui, je vous entends très bien. La question, c'était passer du cerveau au rein. Oui, j'imagine que c'est un concours de circonstances et dû sûrement à des rencontres heureuses, dans le fond, non? Des rencontres pertinentes, et puis des rencontres transformantes, et puis des rencontres qui te font découvrir des choses que tu n'as pas découvert tout seul. Je vous dirais que à l'âge où je suis maintenant, je me rends compte ce que je dois à de multiples personnes qui, au fond, ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui. Je ne me suis pas fait tout seul. J'ai reçu des cadeaux extraordinaires de personnes qui ne savaient pas le cadeau qu'elles me faisaient, mais qui me l'ont fait quand même, et sur lequel aujourd'hui j'ai continué à bâtir et à filer la quenouille du présent. Donc vous avez consacré une partie de votre existence professionnelle à la médecine, à la néphrologie et à la recherche en biochimie. Qu'est-ce qui vous a conduit à bifurquer pour les soins palliatifs? Voyez-vous, les soins surspécialisés offrent une réponse très technique à un problème qui est beaucoup plus grand que le problème technique. Le problème, ma vie est en train de finir, sauf si je fais tel type de traitement, et ce type de traitement devient lui-même impossible, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc nous sommes fatalement confrontés à la réalité de l'homme qui va finir un jour et qui se pose des tas de questions à l'occasion de ce changement-là. Des questions sur sa vie à lui, des questions sur le sens de sa vie, des questions sur qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, est-ce qu'il a fait les choix qu'il souhaitait. Et donc on se trouve fatalement avec des petites réponses techniques à des questions infiniment plus vastes. Et on vit avec ça parce qu'on n'a pas le temps, ni le choix, ni le loisir d'explorer ce monde d'autres questions. Puis un jour, la vie t'offre une année sabbatique. Une année sabbatique, c'est une espèce de vacances où tu as le choix de faire ce qui te semble intéressant. Et il me semblait que la néphrologie dans laquelle je travaillais avait beaucoup besoin d'un peu de cette connaissance de soins palliatifs. Qu'est-ce qu'on offre aux personnes qui disent « Docteur, je ne veux plus être dialysé. Arrêtez ça. » Vous savez, monsieur, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous ne serez plus avec nous. Si on fait ça, oui, mais c'est mon choix. Et nous n'avions pas vraiment de bonnes réponses pour accompagner ces gens-là. Une année sabbatique me disait « Tiens, voilà l'occasion d'aller approfondir un peu ton expertise en dehors du monde de la biochimie, de la physiologie et de la science. » C'est un bel espace-temps pour la philosophie, ça. Absolument. Vous avez été rattrapé par vos amours de jeunesse? Probablement, parce qu'il y a effectivement beaucoup de réflexion dans tout ça, et de philosophie dans tout ça, mais pas seulement de la physiologie, il y a aussi de la psychologie, puis il y a aussi de la spiritualité humaine. C'est-à-dire comment sommes-nous faits, hommes, à chercher du sens dans notre quotidien, et ce sens-là, c'est éminemment spirituel. Je suis donc allé, par choix, pendant quelques mois, dans une maison de soins palliatifs, et après 3 ou 4 semaines, je me demandais tous les soirs si je m'étais axé ma carrière jusque-là sur mon curriculum vitae ou sur le service aux malades. Aujourd'hui, je suis très réconcilié avec ça, mais à cette époque, je me suis vraiment demandé si je n'avais pas, au fond, privilégié le superficiel aux dépens de l'essentiel. Aujourd'hui, je comprends très bien qu'il faut qu'il y ait des spécialistes dans mon genre qui répondent à des questions de spécialité, que c'est nécessaire. Mais je comprends autant qu'il faut aussi des gens qui ne sont pas des spécialistes, mais qui offrent un support d'humanité,
fertile dans lequel on peut explorer au-delà. Et donc, à la maison Michel Sarrazin de Québec, où j'ai fait ce stage qui, à mon avis, a été vraiment séminal pour moi, j'ai découvert des gens qui s'intéressaient à l'homme au complet, non plus à la maladie, mais au malade. Et qui dit malade rentre dans la complexité de ce qu'est un homme, et c'est une complexité que moi, en tous les cas, je n'avais pas explorée comme ça dans ma carrière antécédente. C'est comme ça que j'ai décidé de me donner une année de formation en soins palliatifs et de faire d'un spécialiste médecin de médecine de famille, parce que c'est surtout les généralistes qui font des soins palliatifs. Et ce changement de statut n'a pas toujours été bien compris, ni par les uns, ni par les autres. Ben, je vous interromps une seconde juste pour être sûr que je comprends bien. Le jeune médecin que vous étiez, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est arrivé ça en début de carrière? Non, non, c'est arrivé après 8 ans de après décanat. 8 ans, très bien. Je me dis, ah oui, bon. Donc c'était une étape qui arrivait à l'homme mûr oui. que vous étiez. Et je me demandais, est-ce que cette année sabbatique, ce désir d'ailleurs de faire de cette année sabbatique une expérience d'exploration des soins palliatifs, est-ce que c'était pas une façon de faire un bilan dont l'essentiel consiste à dire, ben, cette discipline très contemporaine qu'on appelle la médecine est un peu tiraillée entre son besoin de se plier à la technique et celui comme vous dites, de prendre soin des malades, d'avoir une approche plus, pour prendre un terme à la mode, holiste, englobante et tout et tout. Est-ce que c'est pas un des drames ou un des aspects les plus essentiels de la pratique de la médecine moderne, cette espèce de divorce entre technique et humanité ou soins humains? Et est-ce que, je complète ma question en disant, parce que vous dites ça prend les deux, et je comprends, mais est-ce que ce ne serait pas nécessaire que les deux, d'une certaine façon, soient à l'intérieur de chaque médecin? C'est-à-dire que même le grand spécialiste, à moins d'être totalement confiné dans son laboratoire, et encore, je me demande si ce sera une bonne distinction, ce grand spécialiste, donc, devrait avoir cette ouverture, ouverture à la dimension globale de l'être humain. Théoriquement, la réponse c'est oui. Pratiquement, beaucoup plus compliqué que ça. Si vous devenez professeur de médecine, une partie de votre tâche, c'est de créer une nouvelle connaissance. De mettre pas seulement la connaissance à jour, mais de créer une nouvelle façon d'analyser la réalité qui vous fasse proposer de nouvelles approches pour régler un problème. Et votre carrière est jugée sur votre capacité de rayonner sur le monde entier et d'amener une analyse qui a une nouvelle fertilité autour de vous. Ça, c'est un travail considérable. Et il faut se le dire, on ne peut pas tout faire à la fois. Et à un moment donné, on n'a qu'une seule vie, puis on n'a que 24 heures par jour, puis on a aussi des familles, des enfants, des épouses, et puis on a aussi... Et donc, on ne peut pas tout faire à la fois. Dans le fond, je crois que tous les médecins qui ont ce nom considèrent très bien qu'il y a ces deux réalités. Mais ils ne peuvent pas les creuser autant l'une et l'autre en même temps. Il faut faire des choix. Dans le début de ma carrière, mon choix a été certainement d'explorer et de comprendre la maladie. Je l'ai fait suffisamment longtemps pour comprendre qu'il faut aussi que la médecine s'intéresse aux malades et mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre, poursuivre et aider quand on ne peut plus rien faire pour la maladie. Et ça s'appelle des soins palliatifs en fin de vie. Quand tu n'es pas en fin de vie, non, mais en fin de vie, ça s'appelle des soins palliatifs. Et donc, je vais vous faire une objection. Oui. L'objection d'un homme ordinaire, là. Et peut-être que c'est ça procède d'une opinion naïve, mais il me semble que quand je vois les jeunes embrasser la carrière médicale, souhaiter le faire, c'est aux malades qu'ils pensent, non? Plus qu'à la maladie? Je pense que lorsque l'on ne fait pas une carrière de science, on pense aux malades. La médecine, ça n'est pas une carrière qui n'est que scientifique. La recherche, oui. Le PhD en biochimie, oui. Lui, il est très, très collé sur le mécanisme biologique sous-jacent qu'il essaie de comprendre et de faire évoluer.
Le médecin qui choisit d'être médecin de famille est tout de suite impliqué dans une réalité dans laquelle la réalité humaine et sociale fait partie de son quotidien. Mais pas forcément avec une formation qui lui donne accès à des outils d'analyse, à une façon d'être qu'il a pu développer pour être un alter ego, un écoutant, quelqu'un qui aide l'autre à évoluer dans son problème. Donc, c'est naturel à l'homme, ça n'est pas forcément naturel au métier. Et parmi les gens qui vont choisir la médecine, tout le monde n'a pas la même habileté avec la réalité humaine. Il y a des gens pour qui c'est comme presque naturel, puis d'autres pour qui c'est comme un peu difficile, même inatteignable. Oui. Et je ne fais pas de jugement entre les deux. C'est important d'avoir des hommes qui soient différents et puis qui aient des sensibilités différentes et qui remplissent des tâches différentes. Mais en soi, effectivement, la médecine commence à la conception et finit à la mort. Et donc, on a besoin de toutes sortes de présences parce que la médecine in utero n'a rien à voir avec les 3 derniers jours de vie. Et donc, il y a un spectre et il faut habiter ce spectre-là. Merci. Alors, on retourne à cette année où vous avez fait cette expérience de soins palliatifs. Ça a été déterminant pour la suite, alors? Mais ça m'a décidé de ne pas continuer en néphrologie, mais de faire à temps plein des soins palliatifs. Ça m'a ouvert une espèce d'autre vision de carrière. Je la trouve aussi intéressante que celle que j'ai vécue avant, beaucoup moins brillante aux yeux des hommes, beaucoup plus profonde aux yeux de la réalité humaine quotidienne. Mais bon, l'une ne renie pas l'autre et je pense que les deux sont nécessaires. Très bien. Alors, parlez-nous de cette nouvelle carrière, en fait, de ce nouveau changement. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Je pense à ceux qui vont écouter notre conversation. Je sais que vous êtes une référence en soins palliatifs au Québec. Vous l'êtes devenu, en tout cas, je pense, sans fausse modestie. Alors, comment vous expliqueriez, je dirais, ce qui fait l'essence des soins palliatifs? Qu'est-ce que cette nouvelle approche de la médecine, évidemment, qui concerne la fin de vie, mais je pense peut-être qui déborde aussi sur l'art de soigner en général. Comment vous appréhendez la chose? Quel serait, d'après vous, ce qui fait l'essentiel de ça? Je dirais que, toute vie, nos vies, sont précieuses. Elles sont pleines de surprises. Elles nous permettent de grandir. Elles nous permettent d'actualiser des choses qui nous appartiennent, mais aussi d'accueillir des choses qui sont des cadeaux de des gens qui nous accompagnent, qui nous illuminent, qui nous font voir des aspects qu'on n'avait pas vus avant. Et il y a des cadeaux remarquables. Le monsieur qui revient d'une fin de semaine et qui dit à son papa qu'il ne voit plus sa vie sans cette cousine avec laquelle il a passé une fin de semaine, mais sa lunette vient de changer de couleur. Toute sa vie vient de changer de couleur. Il y a quelque chose d'inattendu. Je pense que dans les vies, il y a quelque chose d'inattendu. Et je pense qu'à la fin de la vie, voilà tout à coup que le paysage change. Parce que notre jugement, les jugements qu'on porte sur ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, les décisions qui sont prises, sont éclairés de façon nouvelle parce qu'il y a peu de temps qui reste. Ayant peu de temps, les urgences à traiter, c'est maintenant qu'il faut les traiter. Et on ne peut pas les traiter si on n'est pas confortable. Si vous n'êtes pas délivré d'une grande partie de votre souffrance, de douleur, s'il y en a, de mal au cœur, s'il y en a, et de toutes sortes d'autres réalités très physiques que la médecine peut régler ou peut aider à régler, vous ne pouvez pas faire face à la nouvelle personne que vous êtes, qui est en train de devenir au bout de lui-même. Nous sommes des êtres en perpétuelle croissance jusqu'à notre mort. Et dans les derniers moments, ce qui nous importe, ce n'est plus les choses superficielles. On ne s'intéresse plus à changer sa pneu d'hiver quand on ne conduit plus. Mais on veut revoir ce fils ou cette fille qu'on n'a pas vue depuis 3 ans et tout à coup se mettre à essayer de regarder comment
on peut refaire un lien, refaire un pont. Docteur, ne me donnez pas trop de calmant samedi parce qu'elle vient me voir et j'ai quelque chose à lui dire. Et c'est plus important, le quelque chose à lui dire, que même de calmer ces difficultés que la médication voulait calmer. Donc on se trouve à se mettre au service de l'accomplissement ultime de personnes qui veulent à la fois devenir elles-mêmes et à la fois transmettre comme un legs ce qu'elles sont vraiment, au-delà de ce qu'elles sont montrées avant. Et je dois vous dire que c'est d'une importance très évidente pour la personne qui vit ça, mais aussi pour l'entourage. Et l'entourage vient te dire, oh mon Dieu, ce papa dans un lit, je ne le connaissais pas comme ça. C'est un héros, et c'est lui qui prend des quantités importantes de médicaments, mais c'est lui qui me demande des nouvelles de ma fille. Moi, quand je rentre dans sa chambre, je suis un peu pâteau, je ne sais pas très bien comment lui dire. Je suis mal à l'aise de la situation, je me sens inadéquat. Et voilà qu'en faisant un petit bout de chemin avec lui, il va devenir moins inadéquat et il va découvrir une réalité humaine qui est la sienne et aussi celle de son père qui s'en va. Voilà que ce moment de la fin de la vie devient très précieux et les soins palliatifs sont là pour faire en sorte que la fin de la vie ne soit pas qu'un long calvaire, mais que ce soit une façon de vivre la fin, je dirais, en cueillant une gerbe de relationnel que l'on a nourri depuis longtemps et que tout à coup, on est en train de faire un bouquet terminal avec. Un bouquet qui sera une ultime manifestation de toi, mais aussi un ultime cadeau à ceux que tu aimes. Et voilà que eux auront un deuil qui ne sera pas le même et auront apprivoisé ce départ où la personne aimée n'est plus dans le lit, mais habite dans le fond d'une chambre à l'intérieur de ton propre cœur et tu peux lui parler sans téléphone. Et sa présence vient de changer, quelque chose de radicalement différent vient de changer et tu génères une reconnaissance infinie pour ce qu'il t'a apporté. Je dirais même plus pour la présence continue qu'il a maintenant avec toi. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu le compte, mais vous pensez avoir accompagné combien de personnes en tant que médecin palliativiste? Dans les équipes de soins palliatifs, on est plusieurs médecins, on partage quelquefois une partie des travaux, je dirais probablement autour de 400 et 500 personnes. Bien. Si je pose la question, c'est que en vous écoutant décrire la fin de vie, comme vous le faites, qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un sur ces 500 personnes? Vous pouvez garantir que ce sont 500 personnes qui ont été effectivement soulager des douleurs, parce que souvent dans la population, les gens vont dire ah oui, mais on ne veut pas souffrir, puis moi le premier, je ne veux pas non plus, puis je suis certain que vous non plus, mais on peut avoir confiance en la manière d'administrer des médicaments qui permettent vraiment d'éliminer la douleur? Premièrement, environ 80% des malades qui vont rentrer en fin de vie spontanément ne sont pas dans une situation critique de douleur et de détresse. Ils deviennent de moins en moins aptes, de plus en plus perdus, un peu endormis, puis comateux, puis de comateux ils vont en coma profond, puis de coma profond ils meurent. Et dans ce chemin-là, oui, il n'y a pas de problème majeur. 20% à 30% des gens, il y a plus de difficultés. Il y a des douleurs à cause de la maladie, il y a des inconvénients à cause de la maladie qui ne marchent plus. Et là, on a besoin de la médecine. Et puis, il y a une petite fraction dans laquelle on a besoin absolument de la médecine, et même de façon impérieuse, parce que la situation est incontrôlable, elle est insupportable, et là, il faut faire beaucoup plus. Donc, il ne faut pas se faire de l'idée de la fin de la vie que c'est forcément quelque chose d'insupportable. Mais ça peut l'être. Et je dois vous dire que si vous confiez papa ou maman à une équipe de soins et que vous constatez que papa et maman n'est pas confortable, vous devenez en colère. Parce que dire, voilà, moi je ne peux rien faire, eux peuvent faire et ils ne font pas. Et donc il faut
que la réponse médicale palliative soit efficace. Et pour qu'elle le soit, il faut que les gens qui la donnent soient formés pour le bien faire, pour le bien évaluer. Et quand tu réussis à faire ça, je pense que tu poses un geste important pour la santé publique. Vous savez, si vous vivez un deuil difficile, vous pouvez devenir déprimé. Et étant déprimé, 2 ans plus tard, vous faites à votre tour un cancer. Et à votre tour, vous allez disparaître. Ce qu'il faut, c'est se réconcilier avec cette réalité humaine dans laquelle nous finissons tous. Et c'est possible de faire ce chemin-là, particulièrement si on est capable de donner des soins qui sont efficaces et perçus comme tels. Si je vous comprends bien, on parle d'une statistique minime. Oui. Dans l'existence 20%. humaine, 20% environ. Et pour ces 20%, l'expertise de la médecine palliative pourvoit efficacement à assurer le confort de ces... Dans la mesure où vous êtes formé à faire ça, oui. Oui, bien, bien. Une partie du corps médical n'est pas formée à faire ça. Une partie du corps spécialisé, des gens qui sont des médecins spécialistes, n'ont pas été formés pour ça. Et une partie des généralistes non plus. Il y a vraiment un déficit de formation, puis un tournant à faire pour que les médecins soient capables d'assurer des soins palliatifs de bonne qualité. Alors, je dois dire que nous nous connaissons quand même depuis déjà un certain temps. Une des raisons qui me tenait à cœur d'avoir cette conversation avec vous, c'est que je me souviens un jour à l'aéroport de Lyon où nous étions ensemble, vous m'aviez présenté un peu l'essentiel de ce qu'on appelle la sédation palliative, qui est une des formes de soins ultimes pour, à l'intérieur de, je dirais, ça doit être encore moins que le 20%, là, de gens qui sont dans des situations très critiques. Et j'ai compris cette fois-là que vous aviez, me semble-t-il, cette expertise. C'est sans doute vos talents de chercheur en biochimie qui ont rendu tout ça possible, mais j'aimerais bien, dans la mesure du possible, que vous expliquiez en quoi ça consiste. Cette chose qu'on appelle la sédation, où un patient va mourir dans son sommeil et non pas que la pharmacopée l'achève, là. Je pense qu'il y a une distinction très importante que les gens ne comprennent pas souvent. Ce que j'entends dans le public, c'est que l'euthanasie, l'aide médicale à mourir, on provoque volontairement la mort. Et puis finalement, la sédation, c'est la même chose. C'est juste qu'on n'utilise pas le même moyen, mais on fait le même geste. Alors, je crois que ce n'est pas ça. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit. Non, ça n'est pas du tout ça. Pour mettre la table, disons d'abord que la sédation, c'est un geste qui est posé de façon presque routinière aux soins intensifs. Bien. Pas aux soins palliatifs. Aux soins intensifs pour sortir des gens d'une situation biologique devenue intenable. Et si on n'arrête pas le cerveau de fonctionner comme il fonctionne normalement, il dépense tant de calories que ce malade ne pourra plus marcher quand il sortira des soins intensifs. Donc on utilise la sédation, elle n'est pas palliative, c'est une sédation, on appelle aussi le coma pharmacologique, en soins intensifs. Cette réalité-là est applicable en soins palliatifs. Dites-moi juste un peu plus, parce que je suis très profane. En soins intensifs, on va provoquer un coma, c'est ça que vous dites? Voilà. Pour calmer le cerveau, c'est ce que vous dites aussi, non? Ou enfin... Le cerveau va utiliser 25% de tes calories de la journée. Si tu ne manges plus, si on peut essayer de dépenser un peu moins de calories, ça va sauver les muscles, tu n'auras pas besoin de manger. Et donc, pour ton confort, on va t'endormir. Et c'est un sommeil pharmacologique qui ne te fera pas mourir, qui n'a pas en soi aucune visée euthanasique, que l'on va faire de façon sécuritaire. On va d'ailleurs te réveiller de temps en temps, tu ne te laissera pas endormir de façon continue. On va trouver des moments où tu ne dormiras plus. On va continuer à te nourrir, on va continuer à faire tout ce qu'il faut pour que tu en sortes. Ça ressemble, parce que c'est la même médication au fond, à ce que l'on fait en soins palliatifs. Prenons l'exemple de quelqu'un en soins palliatifs. Alors voilà un malade qui se présente, qui a une tumeur dans le cou. Et cette tumeur dans le cou comprime sa trachée. Et elle a grossi dans les dernières semaines. Et là, il vient te voir à l'hôpital parce que quand il respire, ça fait...
Et là, il cherche de l'air. Il est anxieux de ne pas pouvoir avoir une respiration dans 1 minute. Il transpire de stress et d'angoisse. Et puis, tu ne peux pas faire grand-chose pour lui. Et tu lui proposes de l'endormir. Et je vous endors et je vous extrais de cette détresse. Et puis, vous serez en train de dormir, mais au moins, vous ne serez pas dans la situation insupportable que vous avez maintenant. Tu installes la médication qu'il faut en goutte à goutte. 10 minutes après, il dort. Sa respiration est presque sans bruit maintenant parce que le stress faisait partie du tableau. La famille est d'un coup extrêmement réconfortée de voir que le malade va beaucoup mieux. Mais tu sais que si tu le réveilles, eh bien, demain matin, il va refaire la même chose. Et donc, cette sédation va probablement aller jusqu'à ce que l'air ne passe plus du tout et que pour des causes naturelles, il décède. C'est de la sédation palliative. Alors, on voit que c'est une action pharmacologique qui vise une perte de conscience. Et cette perte de conscience, ici, on veut qu'elle soit comme permanente. Et on a demandé au malade, est-ce que vous voulez que l'on fasse ça? Et à la famille, est-ce que vous voulez que l'on fasse ça? Et puis, la vie naturelle va, et au fond, le progrès de la maladie, va amener ce malade à décéder. On peut donner une telle sédation pour une période d'une dizaine de jours, pas beaucoup plus. On ne peut donc pas proposer à quelqu'un qui est très anxieux de l'endormir jusqu'à la fin de ses jours pendant 3 mois. Non. Parce qu'il ne va pas mourir de la sédation, il va mourir de faim et de soif. Là. Bon, il y a toutes sortes d'autres problèmes. Et donc, on comprend bien aussi que la sédation, ça fait partie des soins. Quand vous acceptez d'avoir des soins, vous n'acceptez pas chaque soin individuellement. Et on ne peut pas demander des soins individuellement. On ne peut pas dire, docteur, moi demain, je veux que vous me transplantiez un rein. Oui, ça se fait très bien quand vous transplantez un rein. Mais il y a d'autres considérations que cela. Est-ce que ce rein va durer? Est-ce que la maladie va tomber sur le rein? Est-ce que vous pouvez tolérer qu'on fasse ça? Est-ce que l'artère va... Donc, quelque part, là, l'équipe médicale et le malade discutent. Le malade n'impose pas un choix. Il discute des choix. Et puis, dans cette discussion, on lui propose quelque chose d'intéressant. Les soins, la sédation palliative, c'est un peu pareil. C'est une discussion. Quelquefois, c'est l'équipe soignante qui prend la décision de donner cette sédation parce que c'est une réponse à une situation urgente. C'est une réponse adéquate, en fait. Adéquate à une situation urgente. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Alors, qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont dire « Oui, mais je vous écoute et puis si je demande l'aide médicale à mourir, c'est pas la même chose. J'ai un râle ou je crains d'en avoir un ou finalement, on pose un geste, ma vie s'arrête. Tandis que là, vous dites ben, sur 10 jours, je vais mourir de ma maladie dans 10 jours. » Dans l'esprit du commun des mortels, ça semble être blanc bonnet, bonnet blanc, qu'est-ce que vous dites? Non, parce que quelque part, ce que nous venons de faire, c'est de façon assez lapidaire aller à 2 extrêmes. Mais on comprend que la sédation dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, on ne parle toujours que de sédations qui font perdre la conscience. Si vous êtes un peu anxieux puis que vous prenez un comprimé d'anxiolytique, ça va mieux, mais vous n'êtes pas inconscient. C'est une sédation. Si vous êtes en soins palliatifs et que vous venez très anxieux puis qu'on vous donne ce comprimé-là, vous avez cette sédation et elle est en soins palliatifs. Mais ce n'est pas de la sédation palliative. Il y a des gens qui développent, par exemple, des anxiétés nocturnes très importantes et qui n'arrivent plus à dormir et à qui on peut être appelé à donner une sédation la nuit.
On le réveille le jour, il a une journée normale, mais la nuit, il a des crises d'angoisse insupportables et on va lui donner une sédation qui est donc intermittente. Elle n'est pas continue, elle est palliative, mais ça n'est pas la sédation palliative dont parle la loi, dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a des gens à qui on doit changer un pansement, c'est extrêmement douloureux, et pour le temps du changement de pansement, on va l'endormir, parce qu'on n'a pas le choix dans le fond. Ce serait inhumain de le faire dans un autre contexte. Ces gestes-là impliquent que l'on demande au médecin, au malade, s'il accepte ça. L'initiative est souvent médicale, elle n'est pas du patient. C'est l'équipe de soins qui décide de poser ces gestes-là. Donc la sédation intermittente fait partie des sédations utilisées en soins palliatifs et elle est très utile, elle est là pour soulager une situation qui est une situation intermittente aussi. Et puis, il y a une sédation qui est la sédation que l'on offre tout à fait en fin de vie à des gens à qui on n'a pas d'autre façon de les mettre confortables. Je dois vous dire d'ailleurs qu'on ne donne pas que la sédation, mais on donne aussi les médicaments pour la douleur, parce que la sédation en soi n'enlève pas la douleur. Et il faut aussi enlever la douleur quand elle est présente. Quelque part, une partie de la population qui ne comprend pas bien ça voit la sédation palliative comme une espèce de troisième voie. C'est un peu comme s'il se faisait une demande d'aide médicale à mourir, mais sans demandant à mourir. Donc, je suis parti, je suis soulagé, je n'ai pas demandé à mourir, je n'ai pas les difficultés que cela pose dans mon milieu familial, par exemple, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas bien ces choix-là. Et donc, c'est une voie qui me semble prometteuse. Mais ça n'est pas le cas. Le malade peut discuter, mais ne peut pas exiger d'avoir une sédation palliative. Il peut discuter et peut exiger d'avoir une aide médicale à mourir, qui, elle, te fait quitter la vie en 20 minutes. Et c'est tout à fait une autre considération. Donc, ce n'est pas toujours bien compris, cela. Et ce n'est pas toujours très bien compris qu'on ne puisse pas choisir des soins à la pièce. On choisit des soins avec une enveloppe de soins qui comprend tous les soins qui sont requis au mieux de la décision de l'équipe soignante, pas au mieux de ta propre décision, qui n'est d'ailleurs pas très éclairée sur les complications de tes choix. L'équipe soignante, elle, le sait. Et donc, on est confronté, ici c'est très intéressant, parce qu'on est confronté à la nécessité de faire confiance à une équipe soignante qu'on choisit et dont on choisit de suivre les conseils et avec qui on discute. Et vous voyez tout de suite que si on n'a pas créé ce climat de confiance, ce climat de confiance réciproque, au fond, une partie des soins devient difficile à dispenser de façon appropriée. Et ce que vous dites, me semble-t-il, en tout cas, je dirais, titille ma fibre de prof de philo, puisque ça touche à la question de l'autonomie. La revendication du patient, toute légitime soit-elle d'une part, n'est pas le fin mot de l'acte de la fin de vie, de l'accompagnement, puis du statut de l'accompagnant qui est, malgré tout, que l'équipe accompagnante est comme un bienfaiteur dont le patient est un bénéficiaire. Il y a une part de ça encore là-dedans? Bien sûr qu'il y a une part de ça. La revendication est accueillie comme telle et il y a une réponse. Mais cette réponse n'est pas que oui. Cette réponse montre la complexité dans quoi on rentre avec cette demande-là et on fait une balance entre les avantages et les inconvénients et avec le patient, on finit par décider le meilleur cours des choses et ce n'est pas forcément ce que le patient souhaitait parce que son vœu n'était pas forcément parfaitement éclairé de tout cela. Et donc on rentre vraiment dans quelque chose, dans un espace où on doit faire à la fois un plein respect de ce que le patient désire et à la fois une pleine lumière sur la vérité des conséquences de nos choix. Et là, et le soignant, et la famille, et le malade sont confrontés à une décision collégiale qui n'est pas toujours facile à prendre, mais qui, dans l'ensemble, je peux en témoigner, marche très bien. Je réagirai de deux façons. La première, je vais vous demander de me parler davantage de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et je vous le demande parce que, suite à ce que vous venez de dire, j'ai en tête une médecin qui
suite à une conférence que j'ai donnée, est venu me voir en disant « Moi, monsieur, je pratique l'aide médicale à mourir depuis que ça existe. Et je viens vers vous puisque vos réflexions m'ont amené au constat suivant. En voyant comment, au fil des années, les choses évoluaient, je déplore dans ma pratique d'avoir perdu l'essentiel de l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire devant la demande du patient qui se présente de manière catégorique, je n'ai plus cet espace que vous décrivez très bien, me semble-t-il, où je peux agir comme conseiller, comme la personne qui éclaire, les options. Elle dit, je n'ai plus dans mon expérience cet espace de temps avec les patients pour avoir cette conversation. Je me retrouve plus souvent qu'autrement devant le fait et l'acte et je dois tempérer. Alors, cette notion d'alliance thérapeutique me semble décrire un peu ce que vous avez dit. Et j'aimerais un peu vous entendre là-dessus. D'abord, je dois vous dire que la médecine ne peut pas se faire en criant ciseaux et en 2 minutes. C'est ça. Et quand tu donnes une prescription en disant « allez prendre ça », ça n'a pas la même efficacité que si tu as pris 1 heure à expliquer ce que tu vas donner, ce que ça va faire, puis qu'est-ce qu'on fait si ça ne fait pas ça, puis quelles sont les complications, et puis écouter la personne qui est là. Bon, la médecine ne peut pas être seulement une question de gestes techniques dépersonnalisés. Et elle ne peut pas être expéditive. Là, elle ne peut pas être expéditive. Et donc, si tu ne peux pas avoir le temps qu'il faut pour créer cette relation, bien, je regrette, mais l'alliance thérapeutique est impossible. Qui dit alliance, dit compréhension des 2 parties, et tant qu'il faut pour que la partie qui est devant toi comprenne la complexité de la situation dans laquelle tu es. Tu n'essaies peut-être pas de lui expliquer la biochimie de cette complexité, mais les grands axes. Et tu lui expliques, savez-vous, oui, on pourrait mettre un nouveau rein, mais dans 2 mois, il serait mort comme le premier. Et là, on s'en va dans des conditions d'opération, de risque de douleur, de souffrance inutile. Et moi, je ne vous conseille pas d'entrer là-dedans. Mais si vous voulez avoir un autre médecin qui en discute avec vous, je peux vous envoyer aussi un collègue. Et donc, on respecte sa décision de cheminer, mais on respecte aussi la vérité médicale et biologique qu'il y a derrière. Et c'est une voie qui est une voie appropriée. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui veulent partir maintenant. Ils ont décidé qu'ils avaient fait leur chemin, qu'ils sont trop souffrants de maintenir ce qui existe, ou qu'ils ont un besoin d'expression de leur décision comme une forme de dignité supplémentaire. C'est comme si on disait oui à leur désir, on leur donnait une dignité qu'ils n'auraient pas naturellement. En fait, ils l'ont, mais ils ont cette impression-là. Et on est devant cette demande-là, on est actuellement obligé de l'écouter, de faire en sorte de discuter pour bien comprendre, mais de la respecter. Ce respect fait partie, je pense, du respect de l'autre. Et là, on arrive dans un terrain qui peut être difficile, parce que pour certains d'entre nous, c'est un geste qui ne fait pas partie de la médecine que le geste de l'aide médicale à mourir. C'est une technique qui n'est pas un soin. Un soin, ça te rend meilleur et mieux pour 1 heure, pour un jour, pour 1 semaine, pour 1 mois. L'aide médicale à mourir, non. La sédation palliative, c'est un soin. Parce qu'une fois que tu dors, tu vas mieux, tu n'es plus dans l'angoisse et on est en train, avec ce soin, d'essayer de t'aider. C'est plus facile et plus rapide de dire « je veux partir maintenant ». Tu as une espèce de garantie que tu n'auras pas de souffrance, que ça va durer peu de temps. Mais ça t'enlève aussi un morceau de ta vie à toi. Et tu ne sais pas ce que tu perds. Nous avons commencé notre conversation en disant « la vie est précieuse ». Puis ensuite, on a dit « la fin de la vie est précieuse ». On peut poser des gestes, on peut faire des choses. Et si on décide trop tôt qu'on est rendu à la fin de la vie, qu'est-ce que tu perds? Qui le sait? Donc nous sommes devant un choix qui est un choix qui n'est pas un choix simple. Ça a l'air simple, mais ça n'est pas simple. Et il y a peut-être un espace là, qui est un espace qui aurait été très
fondateur pour quelque chose en toi qui ne se passera pas. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder la fin de la vie d'une façon trop simpliste, en se disant c'est blanc ou c'est noir. Un instant. Quand c'est noir, il y a du blanc, et quand c'est blanc, il y a du noir. Et il faut faire cette opération infiniment respectueuse, quelquefois un peu souffrante, parce qu'on se trouve avec des gens qui sont comme aveugles à une partie d'eux-mêmes. Et on sait que quelque chose de plus, et ils vont voir. Mais ils ne veulent pas ce quelque chose de plus. Et là, on est devant une décision qui est difficile, et certains collègues vivent ça péniblement. D'autres non, d'autres trouvent que c'est tellement plus simple, ça prend 10 minutes et puis c'est réglé, puis là on n'a plus besoin de se casser la nénette et puis le lit est vide, puis on a un autre malade qu'on va mettre là. Si je vous comprends bien, c'est comme notre rapport à l'existence en général. Il faut avoir l'ouverture d'accepter la complexité des choses. Oui. Et de ne pas toujours vouloir réduire ça, justement, à sa plus simple expression. D'ailleurs, la question du soin, le prof de philo en moi est attaché à la sémantique. Un soin ne peut pas supprimer son objet. Alors, oui. De dire, par exemple, qu'un acte euthanasique est un soin, c'est un contresens. Je parle de logique, là. Hein? Je ne suis pas médecin. Absolument. Mais je pense qu'il faut rappeler ces choses-là. Il y a toutes sortes de raisons qu'on n'explorera pas ici, là, qui ont été à l'avantage du politique de vouloir, de vouloir définir l'euthanasie comme un soin, mais c'est une faute sémantique assez grossière. Ça ne fait pas de sens. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire partie d'un complexe de gestes qui sont posés à la fin de la vie et que des personnes veulent revendiquer. Vous savez, je pense qu'ici, on est vraiment dans un espace qui est complexe parce que nous sommes dans un état de droit. Nous apprécions être dans un état de droit. Et dans cet état de droit, il y a une espèce de petit espace qui est cet espace de la mort donnée à quelqu'un sur demande, qui fait partie de la loi criminelle, mais qui, dans cet espace-là, n'est tout d'un coup plus la loi criminelle. Et notre population ne voit pas ça. Elle voit surtout cette facilité de se sauver de quelque chose. Je n'aurai pas à vivre d'agonie, je n'aurai pas à vivre de douleur, je vais partir encore maître de moi-même. Et cette même population est tout à fait en question devant des gens Alzheimer qui ont perdu leur autonomie et à qui on ne peut pas offrir cela. Et donc on est absolument là-dedans. On commence d'ailleurs à essayer de trouver des solutions pour en sortir. Et c'est loin d'être simple. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est... Vous savez, Yaka, c'est une réponse facile. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Mais il n'y a qu'à, c'est bien dommage, mais la réalité est plus complexe. Il n'y a pas de il y a qu'à. Il faut se plancher sur la réalité, elle est plus difficile. Au moment de vous interroger sur l'alliance thérapeutique, là, j'avais oublié ce dont je voulais vous questionner, puis je le fais parce que c'est votre expertise. Vous êtes médecin et chercheur de formation. Tout ce que vous venez nous expliquer là, sur la manière de bien informer le patient de toutes les possibilités qui lui sont offertes, à vous écouter avec une oreille de profane, il me semble que c'est une formation d'un point de vue strictement médical là, qui demande tant expertise, longueur de temps, longueur de formation. Est-ce que je me trompe, mais il n'y a pas beaucoup d'offres dans les facultés de médecine pour atteindre cette compétence? Il y a une offre pour les très jeunes médecins qui est une offre qui n'est pas négligeable, mais elle est offerte à des gens qui sont immortels. Et donc, quelqu'un qui est immortel a un peu de difficulté à comprendre la situation du mortel. Et donc, une partie de ce qu'on lui dit n'est pas concret pour lui. Ça rentre par une oreille et ça sort un peu par l'autre. Ça n'est que plus tard, quand ils sont tout d'un coup aux prises avec la réelle fin de vie ou à la réelle souffrance et aux réelles difficultés physiques de gens à laquelle on doit répondre, que tout à coup, cela devient comme plus pertinent. Et là, ils sont dans un milieu où les réponses sont toutes des réponses scientifiques et très largement pharmacologiques. Pharmacologiques, chirurgicales, techniques, de toute cette série de réponses technologiques qui sont précieuses et qui sont nécessaires,
mais qui n'épuisent pas le besoin. Et comme elles sont faciles, et qu'il faut poser beaucoup de gestes, et que l'espace de rencontre est un espace qui s'établit avec du temps, avec une espèce de respect, puis avec un temps de discussion, ils n'ont pas toujours le temps de faire ça. Donc, on se trouve devant une situation où pour apprendre vraiment les soins palliatifs, il faut suivre un mentor qui le fait. Tu suis un mentor, tu le regardes questionner, tu le regardes dialoguer, discuter, et quand tu sors de là, tu as entendu plein d'harmoniques à l'intérieur de toi-même, sur ce qui, toi, t'a fait bouger, ce qui, toi, t'a un peu ému, ce qui, toi, t'a posé question, puis tu poses des questions à celui qui a fait cette interview, et lui aussi, il a fonctionné avec beaucoup de liberté, puis avec ce qu'il est, avec même souvent beaucoup de spontanéité, mais son expérience a fait qu'il a trouvé le petit chemin de rencontre. Et ce petit chemin de rencontre fait toute la différence. Je pense que là, il faut donc avoir des mentors. Dans les milieux de formation qui sont très souvent des milieux super scientifiques, avec des soins super spécialisés, ce ne sont pas des milieux appropriés pour la fin de vie. Et donc, c'est pas là qu'il faut mettre les mentors. Il faut les mettre là où on vit les soins palliatifs. Maison de soins palliatifs, unité de soins palliatifs et domicile. Et je dois vous dire qu'en ce moment, nous sommes très déficitaires pour le domicile. Nous n'avons pas assez de maisons de soins palliatifs pour accueillir plus que 10% des gens quand ils sont pleins de ceux qui vont mourir par année. Et puis, nous avons de moins en moins de mentors. Parce que nous avons de moins en moins de personnes qui peuvent passer l'essentiel de leur tâche professionnelle à faire des soins palliatifs. Quand j'ai commencé ça, je pense qu'il devait y en avoir 90. Je regarde le paysage maintenant, j'en vois à peu près la moitié de ça, qui sont capables d'être des mentors significatifs. Et ça n'est pas simple, parce que ça n'est vraiment pas que de la médecine technique. C'est cet autre versant qui fait appel à notre humanité, qui n'est pas allé à l'université pour apprendre comment on fait. Ça, c'est l'université de la vie. C'est l'université de l'introspection, de la responsabilité personnelle, de l'expérience des autres. Dans mon cas, je peux vous dire que je suis infiniment reconnaissant aux merveilleux professeurs que sont les malades, parce qu'ils te posent des vraies questions. Ils te ramènent à l'essentiel quand tu cherches à le fuir. Il te décape parce qu'il te ramène à cet essentiel pour lequel, quelque part, ni vous ni moi n'avons de réponse. Il y a un moment où il n'y a pas de réponse, mais il y a une présence avec. Et cette présence avec, c'est une forme de réponse. C'est peut-être les mots que voulait dire cette médecin à qui je faisais allusion. Peut-être c'est de ça dont elle se plaignait d'avoir perdu cette occasion. Enfin, je vous écoute, je vous entends, je me dis, j'espère que les soins palliatifs vont connaître une résurgence, si je peux parler ainsi, parce que ce que vous nous dressez comme tableau, dans l'immédiat, je dirais que c'est pas la santé des soins palliatifs qui est à son meilleur, non? C'est vrai, et une des raisons, c'est parce que nous ne faisons pas un monitoring adéquat de ce que nous faisons. Nous n'avons pas des critères de qualité. Un soin palliatif, c'est pas seulement une piqûre la veille de ton décès. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un accompagnement, souvent d'ailleurs multiprofessionnel quelquefois, parce que quand ça dure plus longtemps, mais c'est beaucoup plus que ça. Et donc il faudrait pouvoir savoir de façon concrète, est-ce qu'on a vraiment reçu le soin palliatif? Quel effet ça a eu? Où est-ce que ça a été donné? Et comment est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que c'est mieux dans une maison de soins palliatifs ou dans une salle d'urgence avec des rideaux et une civière? Je peux vous dire que je suis incapable de trouver des données qui démontrent que les maisons de soins palliatifs ont une efficacité globale, pas seulement pour le malade, mais aussi pour sa famille, bien meilleure que la civière de soins palliatifs à la salle d'urgence. C'est évident, entre 12 et moi, qu'il y a une différence. Mais il faut encore le montrer. Et ça veut dire qu'il faut que nous fassions un effort d'objectiver quels sont ces soins, comment sont-ils donnés.
Et en particulier, je crois que nous avons un effort considérable à faire pour permettre de mourir à la maison. Mourir à la maison, c'est un vœu que beaucoup ont. Ils ne veulent pas mourir à l'hôpital et ça n'est pas possible s'il n'y a pas un ensemble de services et de soins, de supervision, d'infirmières, de médecins mobiles, etc., qui vont permettre ça. Et nous sommes très en retard là-dessus. Je pense que c'est notre défi pour les prochaines années. En tout cas, j'espère que les gens qui vont écouter notre conversation vont avoir le goût de relever ce défi, les jeunes médecins, les infirmières, les psychologues. Ce que j'ai toujours apprécié, moi, de l'approche palliative, c'est le côté multidisciplinaire où chacun se sentait écouté dans sa discipline, même le prof de philo, puisque j'ai participé beaucoup et je participe toujours à ce monde du soin. J'espère donc que ça va s'améliorer. Écoutez, le temps passe à une vitesse extraordinaire. Et je vais terminer notre conversation en lisant une citation de Jean d'Ormesson. Parce que le philosophe en vous, je le sens toujours présent. Enfin, vous pourrez faire un petit commentaire si vous voulez après, mais Jean d'Ormesson a eu cette idée formidable, je trouve. Il disait « L'amour et la mort, Eros et Thanatos. Qu'y a-t-il d'autre? Nous naissons et nous mourons. Entre la naissance et la mort, presque rien. Nous prenons le métro, nous bâtissons des empires. Nous essayons de survivre, nous écrivons la divine comédie. Comme la pensée, comme le mal, comme le bonheur, la beauté et la justice, l'amour n'a de sens que par et pour les hommes. » Voilà ce qui résume, je pense, l'essentiel d'une conversation formidable partagée avec vous. Merci beaucoup. Bienvenue. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.